Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2023. Je vous présente donc naturellement mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et en ce qui concerne le jeu d'échecs, je vous souhaite de bien progresser tout en vous amusant, que ce soit en jouant bien sûr, mais aussi en vous entraînant. Alors au menu de cette masterclass sur le thème de comment profiter de l'avantage au centre, 3 parties classiques, 2 de Siegbert Tarrasch, 1 de José Raúl Capablanca. On va étudier en profondeur 2 structures de pions. La première, la voici, celle où les blancs ont des pions E4 et D4 qui font face à des pions noirs E5 et D6. Et la deuxième structure de pions qu'on va étudier peut découler naturellement de la première. C'est celle qu'on obtient là avec un pion blanc en E4 qui fait face à un pion noir en D6. C'est des structures de pions qu'on peut retrouver dans bien des ouvertures. Ici, c'était une défense Philidor. Donc on avait E4, E5, cavalier F3, D6 et donc D4. Première structure de pion, et E prend D4, cavalier prend D4 amène la deuxième structure de pion. Mais on peut les avoir après une défense écossaise, par exemple en 4D4, si les noirs font D6 ou s'ils prennent et qu'ensuite ils jouent D6, on a l'une ou l'autre des structures de pions. On peut les retrouver dans les défenses espagnoles, c'est le cas des parties qu'on va étudier, dans certaines défenses italiennes et même, pourquoi pas, des défenses pirques et autres. Donc a priori, si avec les blancs vous mettez un pion en E4, vous pouvez avoir cette structure de pion, et si avec les noirs vous avez l'habitude de mettre un pion tôt ou tard en E5, vous pouvez aussi avoir l'une ou l'autre ou les deux structures de pions qu'on va étudier. Première partie, on y va, c'est Tarrasch qui est allé blanc contre Georg Markov. Donc Tarrasch, un des tout meilleurs joueurs du monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Il a notamment perdu une finale de championnat du monde face à Emmanuel Lasker. C'était aussi un grand théoricien, il a écrit plusieurs ouvrages, brillant vulgarisateur, bref, une légende des échecs, et il va nous donner une leçon dans cette partie. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, D6, la variante vieille Steinitz de l'espagnol, qui est réputée aujourd'hui douteuse et moins forte que la néo-Steinitz qu'on obtient après A6 x 4 intercalé et seulement maintenant D6. Tarrasch joue le meilleur coup D4 et on obtient notre première structure de pions, les pions blancs en E4 et D4 qui font face à des pions noirs en E5 et D6. Alors pour bien comprendre l'avantage des blancs en termes d'influence centrale dans cette structure de pions, on peut compter les pions dans le carré central, donc les pions là comme valeur 1 point, et les pions centraux qui ne sont que sur leur troisième rangée, donc la sixième pour les noirs, comme 0,5 points. Donc là, les blancs ont 2 points en termes d'influence centrale et les noirs ont 1,5 points. C'est ainsi que je compte et on comprend bien que l'échange favoriserait les blancs en termes structurels purement, qui auraient maintenant 1 point face à 0,5. Donc le rapport a augmenté en faveur des blancs. Donc dans cette structure de pions, les noirs n'ont pas a priori, d'un point de vue purement structurel, après il faut s'adapter au positionnement des pièces, mais d'un point de vue purement structurel, ils n'ont pas intérêt à échanger. Tout comme les blancs, après le coup fou D7, parce que là D5 ou D prend E5 menacé, mais après un coup comme ça, on n'a pas intérêt à échanger d'un point de vue purement structurel, parce que les noirs reprendraient avec le pion, et maintenant on a une structure symétrique, un point chacun en termes d'influence centrale. S'il n'y a pas de tactique, les noirs ont égalisé. Après, parfois des points 5 peut être bon si c'est justifié tactiquement, mais du point de vue structurel, ça permet aux noirs d'égaliser. Une autre possibilité pour les blancs, ça pourrait être de pousser en D5, mais c'est pas conseillé de bloquer ainsi le centre. Ici, c'est même une bonne version pour les blancs parce qu'on peut échanger le mauvais fou, le fou de case blanche, le fou bloqué par ses propres pions bloqués au centre. On peut l'échanger contre le bon fou des noirs. Mauvais fou des noirs, il est de la même couleur que les pions bloqués au centre. Pour les noirs, c'est le fou de case blanche, le bon fou. Donc là, les blancs font l'échange mauvais fou contre bon fou. Donc c'est une bonne version de cette structure de pions.
Mais même comme ça, les noirs vont avoir un jeu assez facile à l'aile roi, là où pointe leur chaîne de pions. Et autant l'ordinateur aime bien les blancs parce que il favorise l'avantage d'espace et de toute manière il ne craint pas les attaques à l'aile roi, lui il va jamais se faire mater. Autant humainement, c'est dommage de bloquer le centre ainsi par D5. Donc si on résume un peu ce que j'ai expliqué brièvement, dans cette structure de pions, les deux camps ont intérêt à maintenir aussi longtemps que possible le statu quo. Les noirs ne veulent pas échanger parce que ça augmenterait l'influence centrale des blancs en proportion. On passerait de 2 versus 1,5 à 1 versus 0,5. Et les blancs n'ont pas intérêt à prendre, parce que les noirs pourraient reprendre égalisé en termes d'influence centrale, ils n'ont pas intérêt à pousser non plus. On peut se demander, est-ce que les noirs peuvent jouer des 5 ? Bon, évidemment, ça égaliserait temporairement au centre, il y aurait une structure de pions symétrique, mais comme ça sera au blanc de jouer après le coup des 6 des 5, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas une ou plusieurs bonnes réponses tactiques. Donc des 5, a priori, ça sera impossible pour les noirs où c'est vraiment rare. Donc, fou D7 vient d'être joué, Tarrasch continue son développement. Évidemment, il ne prend pas un E5, ici il n'y a pas de tactique. Si on imagine fou prend C6 pour pouvoir capturer le pion E5, on se rend compte, même si on échange les dames, que les noirs vont pouvoir reprendre le pion E4. Ici, les noirs ont la paire de fous, ils sont mieux développés, ils sont même positionnellement gagnants. Donc D prend E5 est un mauvais coup, et Tarrasch continue simplement son développement. Évidemment, Georg Marko n'a pas envie d'échanger en D4, pour l'instant il n'y est pas contraint, donc il se développe et lui aussi maintient le statu quo. On ne peut toujours pas prendre en E5, si par exemple on joue fou prend C6, élimination du défenseur, D prend E5, D prend E5, qu'on prend en D8 pour éviter que les noirs jouent dame prend D1 et qu'on capture maintenant le pion E5. Les noirs ont un seul bon coup, mais il existe. C'est pas cavalier prend E4 qui permettrait une petite combinaison. Si vous voulez la trouver, faites pause. C'est cavalier prend fou qui attaque la tour et élimine le défenseur de cavalier E4. Mais à la place de cavalier prend E4, qui est une gaffe, les noirs joueraient fou prend E4 avec une égalité confortable. Donc fou prend C6 suivi de D prend E5 ne marche pas. Et Tarrasch s'est simplement développé. Il continue le statu quo. Fou E7, je vais pas recommencer à montrer fou prend C6 suivi de D prend E5, mais croyez-moi, ça ne marche toujours pas. Tarrasch a simplement défendu le pion E4 en jouant tour E1. On maintient encore le statu quo. Et ici, Georg Marko s'est trompé, a commis l'erreur déjà décisive en roquant. C'est pourtant toute l'idée de l'ouverture. On veut maintenir le statu quo et ne surtout pas prendre en D4 parce que, comme expliqué, structurellement, ça augmente l'influence centrale des blancs. Pourtant là, il n'y avait plus le choix. À cause du coup tour E1 qui défend le pion E4, il fallait prendre en D4, contraint et forcé, plutôt que de roquer. Alors la prise en D4, on va l'étudier dans les autres parties. Et d'abord, on va voir pourquoi roque est maintenant mauvais. Les blancs peuvent maintenant prendre en C6. Les noirs reprennent avec le fou pour taper sur le pion E4. Mais maintenant, D prend E5 marche. Structurellement, les noirs ont égalisé, mais tactiquement, ça perd un pion central et donc la partie. Alors, on ne prend pas tout de suite en E5 parce que là, les noirs déviraient la tour E1 en échangeant les dames et joueraient simplement fou prend E4 avec là encore une égalité très confortable pour les noirs. Mais donc les blancs échangent eux-mêmes. D'habitude, on n'aime pas initier les échanges parce que là, la tour reprend. On verra après ce qui se passe sur l'autre capture, mais donc la tour reprend en se développant. Mais là, c'est très concret. C'était pour garder cette tour en E1 et taper sur la pièce qui va capturer notre pion en E4. Donc on joue cavalier prend E5. Comme tout à l'heure, cavalier prend E4 perd, après cavalier prend fou, élimination du défenseur, en plus menace, cavalier prend E7 avec échec. Donc les noirs jouent fou prend E4, et c'est basé sur une petite tactique.
Marco, qui était un des meilleurs joueurs du monde, alors pas de la trempe de Tarrasch, mais quand même un maître, un fort maître, pouvait être serein. Parce qu'il s'est dit, je récupère mon pion, et sur cavalier prend un 4, qui est le coup de la partie, cavalier prend un 4, les blancs ne peuvent pas prendre, évidemment, le remettre du couloir. Tour 1, tour prend 1. Mais cette position est gagnante pour les blancs. Gagnante tactiquement, parce que structurellement, c'est totalement symétrique, les noirs ont égalisé, du point de vue purement structurel. Mais le placement des pièces noires est un peu malheureux, avec ce cavalier en E4 qui est attaqué, pas encore prenable, mais tout de même en prise, et le fou E7 qui est sur la même ligne, lui non plus pas protégé. Tarrasch a simplement joué le coup qu'il avait préparé à la maison. En fait, toute la partie n'est que la récitation de sa prépa. Déjà à l'époque, ça arrivait de gagner des parties comme ça. Bon, c'était quand même beaucoup plus rare qu'aujourd'hui et évidemment fait sans ordinateur, donc avec plus de mérite peut-être. Tarrasch a joué cavalier D3, coupe la colonne D et donc menace tour point 4. Le cavalier ne peut pas jouer, il y a le fou E7 en l'air derrière. Il faut le protéger, soit par F5 comme dans la partie, soit par tour D4. Dans les deux cas, il y a F3. Ici, on peut tenter quand même un coup comme fou C5. En belette, peut-être ça peut faire peur. Mais après fou E3, les noirs ont toutes les pièces en prise et peuvent abandonner. Donc après cavalier D3, Marco a joué F5. Il y a eu F3. Attaque le cavalier qui ne peut pas jouer. Fou C5, échec, belle tentative. Sur roi H1, on joue cavalier F2. Et les noirs sont pas moins bien, même gagnants. Et sur roi F1, ça a l'air d'aller pour les blancs. On se dit, j'attaque le cavalier 4 qui défend le fou C5 qui est attaqué par le cavalier D3. Donc a priori, on va gagner une pièce, mais le gain n'est que temporaire. Il y a un gros problème, c'est cet alignement de la tour noire et du roi blanc. Les noirs jouent fou B6. On capture le cavalier, mais après F 4 échec, on a le cavalier en prise qui peut pas aller en F2. Il doit aller en F4 et ici soit G5 très simple, soit E3 à peine plus difficile, regagne une pièce pour les noirs. Mais pas de chance, Tarrasch connaissait le coup gagnant. Cavalier prend C5, cavalier prend C5, ça a l'air d'aller plus ou moins pour les noirs. Alors maintenant, d'un point de vue purement positionnel, il y a un déséquilibre en faveur des blancs. C'est une position avec des pions sur les deux ailes, une position ouverte. Donc le fou est plus fort que le cavalier, mais ça va. A priori, les noirs devraient réussir à se défendre. Mais en fait, non. Il y a une tactique. Les blancs gagnent par fou G5, attaque la tour D8. Elle est venue en D5, on va comprendre pourquoi. Les blancs avaient une autre menace. C'est le coup fou E7 qui fait une fourchette entre la tour F8 et le cavalier C5. Donc la tour D8 a anticipé cette fourchette et est venue protéger son cavalier. C'était le moindre mal, enfin la seule tentative. Sur un coup comme tour E8, on joue fou E7 et les noirs peuvent abandonner. Mais après tour D5, fou E7, c'est en fait guère mieux. Parce que tour E8, il faut bouger la tour. Et là, les blancs ont les stockades. Comment est-ce qu'on met fin à cette partie? Eh bien simplement en jouant C4. Élimination des défenseurs du cavalier et abandon de ce pauvre Georg Marco qui a perdu donc sans jouer. Face à un adversaire qui connaissait toute la partie. Deuxième partie de notre ami Siegbert Tarrasch, c'est la même ouverture, mais cette fois-ci jouée contre Karl Schlechter, qui était lui aussi un des tout meilleurs joueurs du monde et finaliste de championnat du monde. Il a même fait jeu égal sur 10 parties en match contre le champion du monde Emmanuel Lasker, mais à l'époque, le champion du monde en titre avait bien des privilèges. Pour gagner son titre, il fallait le battre par 2 points d'avance. Donc il y a eu match nul et Emmanuel Lasker a conservé son titre. Bref, Karl Schlechter n'était pas le premier venu. Il joue la même ouverture, mais ici, après tour 1, il n'a pas répété l'erreur de Marco, à savoir roc, mais il a joué un cavalier prend D4. En fait, on va obtenir cette structure de pion, et les noirs décident d'échanger le plus de pièces possible, ce qui est une bonne stratégie. Ils vont se retrouver à jouer un peu sur 3 rangées, ce qui est pas si grave si il n'y a pas beaucoup de pièces, ce qui est beaucoup plus grave si les pièces sont nombreuses.
le camp qui manque d'espace a tout intérêt à échanger le plus de pièces possible. Donc il a joué cavalier prend D4, cavalier prend D4, E prend D4, fou prend D7. Ici, petite imprécision de notre ami Schlechter, il a joué dame prend D7, mais meilleur était cavalier prend D7 pour faire passer le fou sur cette diagonale qui sera sympa. Et aussi, le cavalier peut rebondir sur des cases intéressantes, C5 ou E5. Après un coup comme dame prend D4, on peut jouer fou F6, on peut jouer roc. Les blancs ont l'avantage grâce au pion E4 face au pion D6. C'est notre deuxième structure de pion, celle où je considère que les blancs ont un point en termes d'influence centrale face à seulement 0,5. Donc c'est mieux pour les blancs, mais ça reste dans le domaine du défendable pour les noirs. Dame prend D7, imprécision. Dame prend D4. Cette dame au centre est bien placée. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, sortir la dame trop tôt dans l'ouverture, c'est mauvais, parce que les noirs peuvent l'attaquer avec des coups utiles. S'il y avait un cavalier en B8, il viendra en C6, on devrait rebouger la dame, et cavalier C6 est utile. Ici, le seul coup pour attaquer la dame, c'est C5, et c'est une gaffe positionnelle. Pourquoi ? Eh bien, ce pion D6 devient arriéré sur la colonne ouverte, et cette case D5 est maintenant forte dans les mains des blancs. Elle ne peut plus jamais être défendue par un pion. Et si on bouge la dame, on peut montrer un fou G5, le fou vient là, plus tard il s'échangera contre le cavalier F6, petit coup de tour E8, tour D1, tour D8, alors là peut-être qu'on va pas prendre tout de suite, parce que j'ai envie de faire poursuivre par cavalier D5, on va jouer un petit coup de prophylaxie B3, et sur H6 par exemple là je prends, fou prend F6, cavalier D5, donc on comprend le coup B3, le pion n'est plus en prise, et ça c'est une situation de rêve pour les blancs, bon cavalier, fou qui tape dans le vide, colonne ouverte avec colonne semi-ouverte sur le pion arriéré, c'est positionnellement gagnant pour les blancs. On peut imaginer même des plans à base de tour E3 puis tour je ne sais où sur la troisième rangée pour attaquer patiemment à l'aile roi. Bref, les noirs doivent donc laisser cette dame en D4 pour l'instant, ils ont roqué. Et ici, un coup très intéressant de Tarrasch. Ça serait assez naturel de vouloir sortir le fou sur une de ces trois cases. Alors en G5, ça va favoriser des échanges. Par exemple, H6, est-ce qu'on vient s'échanger ? Je ne pense pas, parce que comme j'ai dit, l'avantage d'espace grâce au pion E4 ne vaut pas grand-chose s'il n'y a plus de pièces pour en profiter. Donc là, les noirs égaliseraient facilement. On peut par exemple doubler, voire tripler sur la colonne E, jouer des 5 à un moment, taper sur le pion E4. Bon, bref, c'est égal. Alors là, on pourrait jouer fou H4, c'est pas inenvisageable. Les blancs feraient de toute manière un peu mieux grâce au pion E4. Il y a encore quelques pièces sur l'échiquier, donc l'avantage d'espace compte. Il y a cette histoire d'avant-poste en D5, on y reviendra. Donc les blancs sont un peu mieux, mais je préfère largement le coup de Tarrasch, à savoir B3. C'est vraiment sur cette diagonale que le fou est le mieux placé. Donc il y a eu tour E8, fou B2. Ici, un coup très important, fou F8 de Karl Schlechter. On va voir pourquoi il fallait le jouer maintenant. Si les noirs passent leur tour, alors A6, c'est un coup semi-utile. Le pion ne sera plus en prise en A7, donc si on veut bouger la tour, ça peut être utile de l'empêcher. Dame prend A7, mais là, les blancs jouent cavalier D5, et c'est horrible. Le cavalier ne peut pas prendre, c'est mat, mais du coup, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que sur C6, il y a cavalier B6, fourchette. Bon, de toute manière, jouer et A6 et C6, ça fait un peu redondant et affaiblissant. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Le fou ne peut pas venir, il y a cavalier prend F6. Donc c'est la crise pour les noirs. L'avantage du coup fou F8, bon, il est multiple, ça libère la colonne E, mais surtout ça protège le pion G7. Donc maintenant en 4 cavalier D5, les noirs seraient contents d'échanger en D5. Comme on a dit, moins il y a de pièces sur l'échiquier, moins l'avantage d'espace est important. Alors, on peut peut-être prétendre un avantage minime grâce au meilleur fou, mais la structure serait symétrique après prendre D5. Enfin, en tout cas, ça serait ABCD, FGH contre ABCD, FGH. Et il n'y a pas grand-chose. Pareil sur Dame prend D5. Bon, les noirs sont un peu resserrés, mais ça doit aller. Ça doit être du défendable, ça sera la même structure que dans la partie, avec les cavaliers en moins, c'est moins bien pour les blancs.
Donc cavalier D5 n'a pas été joué, juste un petit point dans cette position. Les noirs doivent prendre tout de suite. S'ils jouent un coup comme tour E6, le problème c'est que les blancs peuvent faire C4, forment l'étau de Marangsi, et maintenant en 4 cavalier prend D5, on va pas reprendre de manière à créer une structure de pion symétrique par le pion E, mais on va reprendre avec le pion C, et cette structure favorise grandement les blancs. Toujours un avantage d'espace encore plus conséquent qu'avant, et la colonne C semi-ouverte sur ce pion C7 arriéré. Donc après cavalier D5, il faut prendre tout de suite un D5. Donc ok, les blancs se sont développés, tour D1, on veut garder le plus de pièces possible. Dame C6, un coup légèrement imprécis. Les noirs doivent comprendre que jouer à vie avec le pion blanc E4 et le pion noir en D6, c'est trop difficile. Les blancs vont pouvoir patiemment monter une attaque, simplement grâce à l'avantage d'espace, tandis que les pièces noires sont trop resserrées, manque de coups. Donc, il faut jouer D5. Il faut le préparer, parce que évidemment, là, c'est pas possible, contrôler 4 fois par les blancs, 2 fois seulement par les noirs, mais il faut jouer un coup comme C6, et petit à petit préparer la poussée D5. C6 a un autre avantage, c'est d'empêcher le cavalier blanc de venir en D5, ce qui peut être désagréable selon si les noirs peuvent l'échanger ou non. Ça a aussi un désavantage, ce coup C6, c'est d'arriérer le pion D6 qui est maintenant faible sur cette colonne ouverte. Cela dit, c'était quand même le mieux. Dame C6 a donc été joué. Ici un coup instructif, tour D3, permet de doubler les tours soit sur la colonne D, soit sur la colonne E, permet aussi de faire coulisser cette tour à l'aile droite. Tour E6 a été joué, le plan de Schlechter est assez clair, il veut que toutes ces pièces, à l'exception du fou F8, pauvre spectateur passif, que toutes ces pièces tapent sur le pion blanc en E4. Tour d'E3, on double les tours pour bien défendre ce pion, tour à E8, petit coup de H3 pour éviter un éventuel cavalier G4, peut-être même un mat de couloir en fin de variante. Dame B6 propose l'échange des dames. C'était pas totalement inenvisageable d'échanger, et en plus le coup cavalier B5 est un peu désagréable, mais c'est quand même contraire à ce qu'on a expliqué sur l'avantage d'espace, donc c'est pas surprenant que t'arraches et refuser cet échange. Non, débrouille-toi, je garde toutes mes pièces sur l'échiquier. Dame D3 refuse l'échange. Ici, Schlechter a enfin joué C6, qu'il aurait pu jouer donc un peu plus tôt, avec des idées de D5. Par exemple, si on joue un coup d'attente, les noirs jouent D5 et égalisent confortablement, que ce soit si les blancs laissent prendre un E4, ou alors, par exemple, si on joue ça, toutes les pièces s'échangent. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, C prend D5, et cette finale est totalement égale. Moi-même, un peu plus confortable pour les noirs qui ont un pion sur case blanche. Les blancs ont un pion sur case noire de la couleur de leur fou. Mais bon, c'est nul. Mais donc, dans cette position, Tarrasch a joué une très belle manœuvre, instructive. Les noirs veulent jouer D5, et ben d'abord, j'attaque leur dame, cavalier A4, la dame vient en C7, et maintenant le coup C4, qui crée l'étau de Marangsi dont je parlais tout à l'heure, et donc ça va être bien plus difficile maintenant pour les noirs de parvenir à la poussée égalisatrice D5. Alors cela dit, on connaît maintenant les bonnes recettes contre cet étau de Marangsi. Par exemple, A6 suivi de B5, c'est un plan maintenant connu de tous les maîtres du jeu d'échecs, mais à l'époque, c'était un peu novateur, cet étau. Marangsi, c'était un des maîtres contemporains de Tarrasch et de Schlechter. Et donc, Schlechter n'était pas au courant de tous ces plans. Il a joué cavalier D7, que pas un mauvais coup, cela dit, on en parlait, le cavalier se dirige vers des cases assez sympas. Roi H1, un petit coup de prophylaxie, on y reviendra. Bon, là, un coup trop passif de la part des noirs. F7, F6. Bon, on voit l'intérêt, c'est pour bien bloquer ce fou B2 très fort. Pour ça que je vais féliciter autant Tarrasch pour son coup B3. Le fou est désagréable, son action est désagréable pour les noirs sur cette grande diagonale, mais F6 c'est trop passif et un peu affaiblissant aussi.
Cavalier C3 n'a pas été joué, mais ça aurait pu être un bon coup. Il va falloir le faire tôt ou tard. Là, il y aurait pu y avoir cavalier C5, un petit coup de dame C2, A5, avec une position avantageuse pour les blancs, mais peut-être défendable pour les noirs. Tarrasch a joué tout de suite la dame en C2, on en reparlera de ce placement. C'était pour éviter que le cavalier vienne gagner un temps. Donc D5 aussi n'est pas possible à cause de ce vis-à-vis entre les dames. Tarrasch aurait pris en D5 et on peut pas reprendre. La dame est en l'air. Donc D5 est maintenant impossible. Après dame C2, le cavalier E5 de jouer. Le cavalier est venu en C3. Petit coup de cavalier F7. Et donc là, un coup à la fois intéressant mais objectivement mauvais de Tarrasch, c'est le coup G2, G4. C'est intéressant parce que c'est la bonne idée stratégique de préparer une attaque à la loi, mais c'est mauvais tactiquement. Parce que là, les noirs ont un super coup, c'est le coup libérateur, tant espéré, D5, qui n'a pas été joué par Schlechter, heureusement, pour Tarrasch. Une variante possible, c'était C prend D5, C prend D5, et ici, il faut accepter que les noirs jouent D prend E4 au prochain coup, en jouant par exemple Dame E2, D prend E4 avec une égalité, après cavalier prend E4, mais sur le coup E prend D5, qui gagne un pion, bah, ce n'est que temporaire, il y aurait des échanges en E3, et la dame noire qui s'incruste en G3, et là les blancs sont même perdants. Donc D5 aurait été un super coup libérateur, et donc G4 est mauvais. Qu'est-ce qu'il fallait jouer à la place? Alors, on peut imaginer le coup cavalier E2, je suis même certaine que Tarrasch y a pensé, parce qu'il va le jouer plus tard dans la partie, avec l'idée de venir en D4 et peut-être même en F5, une autre case très sympathique. Mais ici, les noirs peuvent jouer F5. Alors les blancs ont quand même l'avantage, après prise en F5, tour prend E3, F prend E3, tour prend E3, un petit coup de fou D4, et la position noire reste resserrée, la majorité blanche à la roi leur donne des chances d'attaque à la roi, mais bon, on peut comprendre que Tarrasch voulait garder sa même structure de pion. Le meilleur coup, c'est le coup fou C1, c'est un peu bizarre, c'est vraiment de la prophylaxie de haut niveau, ici l'ordinateur a mis bien le coup A6 pour préparer son B5, mais maintenant on peut faire cavalier E2, parce que sur F5, eh ben, on peut prendre, et sur tour prend E3, on reprend. Donc F5 ne marche pas du tout, ça perd juste un pion. Mais après cavalier E2, eh ben, le cavalier se dirige vers des cases sympas, qui vont gagner en plus des tempi sur la tour noire, et les blancs ont un bon avantage. Et donc G4 a été joué, et au lieu de la punition D6, D5, d'ailleurs attaque à l'aile, réaction au centre, c'est assez classique. Schlechter a joué dame A5. Maintenant l'avantage des blancs est positionnellement peut-être déjà gagnant. Ils ont joué tour D1, il y a eu dame B6, H4, Tarrasch qui prépare tranquillement, patiemment son attaque à la loi. Cavalier E5, tour G3, cavalier F7, F3 pour bien consolider toute sa structure. On voit aussi l'intérêt du coup roi H1. Déjà, il n'y a pas eu d'échec. Et après cavalier E2, dame C7, il a joué tour DG1. Donc vraiment, Tarrasch qui construit son attaque. Et l'attaque est vouée à être décisive. Cavalier D4, G5 maintenant. A eu un échange. Bon, on voit l'action conjuguée du fou à B2 sur cette grande diagonale et de la colonne G. C'est assez sympa, hein, toutes les pièces blanches parfaitement coordonnées. Le cavalier qui arrive en F5 pour taper lui aussi. La dame qui peut venir coulisser en G2 s'il y a besoin. Bon, spoiler, va même pas y avoir besoin. Il y a eu G6, cavalier F5. On peut maintenant aussi songer à des dames C3. Bon, la tour attaquée est venue en E5. Tarrasch ne l'a même pas prise. Non, non, mon fou est plus fort que ta tour. Il y a eu F4, tour prend F5, E prend F5, fou G7, F prend G6. Dans cette position désespérée où les noirs ont déjà une qualité de moins et perdent encore du matériel, Schlechter a abandonné. Voilà, magnifique démonstration de Tarrasch. Donc sur cette structure de pion, on a un pion vraiment dans le carré central, un point. Les noirs manquent un pion
centrale sur leur troisième rangée, donc la sixième. Ça vaut 0,5 points. Les blancs ont un avantage d'espace et Tarrasch nous a montré comment en profiter. Même position, cette fois-ci traitée, alors elle est par un autre ordre de coup, mais donc position traitée par le grand José Raúl Capablanca face à Marc Fonarov. Donc ça commence comme une berlinoise, mais pas cavalier prend 4, D6 maintenant, donc transposition dans la variante Steinitz de l'espagnol. Tour 1, on a vu petit roc mauvais, on a vu cavalier prend D4 jouable, prend D4 jouable aussi, ça transpose évidemment dans cavalier prend D4, cavalier prend D4 maintenant. Et donc là où Tarrasch avait joué fou prend D7, rappelez-vous, Capablanca joue maintenant dame prend D4. Fou prend B5, cavalier prend B5. Fonarov connaît ses classiques et donc comprend qu'il faut qu'il échange le plus de pièces possible pour amoindrir le désavantage du manque d'espace. Cavalier prend B5, roc, et donc là, Capablanca a commencé une magnifique manœuvre. On voit bien sa pensée schématique. Il connaissait évidemment les parties de Tarrasch, il comprend l'importance de l'avant-poste en D5, mais il comprend aussi parfaitement que les noirs vont jouer C6 pour contrôler cette case D5, et que l'avantage des blancs sera certes réel, mais minime. Et il se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre case sympa pour mon cavalier? Bah si, d'ailleurs Tarrasch nous l'a montré, c'est la case F5. Bon, comment y aller? On va pas y aller en essayant un truc très long comme ça. On va plutôt bouger la dame pour passer par D4 et amener le cavalier sur sa meilleure case F5. Et donc, on va bouger la dame si possible avec gain de temps. Et donc, très logiquement, Capablanca joue dame C3, menace dame prend C7. Les noirs ont joué C6, qui a une imprécision, parce que le cavalier maintenant ne veut plus aller en D5, il va aller en F5, d'où il tapera sur ce point D6. Et donc, il valait mieux faire appel à cette compréhension que maintenant le contrôle de l'avant-poste en D5 n'est plus si important parce que le cavalier se dirige vers la case F5, et aussi faire appel à la tactique et trouver le meilleur coup à 6. Il n'y a pas qu'elle prend C7 à cause du clouage. Et en 4 cavalier D4, ça va ressembler à la partie, sauf que le pion D6 sera encore protégé par son collègue en C7. Donc C6, très naturel, quand on sait que dans bien des cas, dans sa structure, le plan des noirs, c'est de contrôler la case D5, et même de jouer D5 un jour, mais imprécis dans cette situation-là. Capablanca joue cavalier D4. G6 n'empêche pas cavalier F5. Capablanca l'avait vu, il a donné cette variante, fou H6 d'abord, tour 8 et cavalier F5 quand même. Évidemment, le cavalier est imprenable, en cas de G prend F5, il y a dame G3, c'est pas mat encore, il y a cavalier G4, mais on peut simplement éliminer le défenseur du cavalier, et les noirs sont totalement foutus. Donc, dans cette position, Fonarov a joué cavalier D7, on en parlait ce coup, il prépare fou F6, cavalier C5 ou cavalier E5, donc Fonarov joue pas si mal, mais le cavalier de Capablanca bondit en F5, c'est vraiment une case extraordinaire pour ce cavalier qui va taper sur le pion G7, bon là évidemment il y a la menace de mat, mais aussi sur le pion D6 arriéré maintenant, sur la colonne ouverte. Donc fou F6, où est-ce qu'on bouge la dame? Je crois que c'est assez clair en G3, la dame aussi met la pression sur ces deux pions G7 et D6, le cavalier est venu en E5, on veut bouger le fou, alors à noter, cavalier H6, ça donne rien, on joue roi H8, bon, maintenant le cavalier est en prise, on n'a plus qu'à revenir, donc cavalier H6 ne donne rien, fou H6 peut être tentant, mais ne donne rien non plus, parce que les noirs se défendent par cavalier G6, et le fou est maintenant réellement en prise, donc on veut activer notre fou, où est-ce qu'on va le mettre? Pas en H6, comme on vient de dire, mais en F4, d'où lui aussi met la pression sur ce pion D6. Un petit coup de dame C7, évidemment on a une tour inactive, on la place en D1, donc toutes les pièces blanches parfaitement coordonnées, parfaitement centralisées également.
les noirs jouent tour à D8, la position blanche est gagnante. L'ordinateur recommande le coup H4, tellement année 2020 ce coup. H4, H5, on construit patiemment son attaque. Les pièces blanches sont trop bien placées, les pièces noires manquent d'espace. Donc H4 est gagnant, même un coup qui passe son tour, roi H1 est gagnant. C'est vraiment positionnel cet avantage, mais Capablanca a joué une combinaison. Alors, objectivement, c'est une erreur parce que la position passe de mathématiquement gagnante à mathématiquement nulle, mais subjectivement, c'est un coup qui mérite 2 points d'exclamation. Donc peut-être faudrait donner 2 points d'exclamation suivis de 1 point d'interrogation, par exemple, comme notation, pour décrire la force de ce coup. C'est le coup tour prend D6. Alors, objectivement, c'est nul. Mais les noirs doivent vraiment faire preuve de grande créativité pour trouver cette nulle. Et même la nulle n'est pas si nulle que ça, comme on va le voir. Donc tour prend D6 des noirs est forcé. Et les blancs jouent évidemment pas cavalier prend D6, dame prend D6. Mais fou prend E5. Et à première vue, c'est totalement gagnant. Parce que les blancs attaquent la tour. En cas de fou prend E5, la dame prend E5, menace mat, menace la tour. Et il n'y a pas tour G6 parce que la dame noire est en l'air. Et dans cette position, Marc Fonarov, péchant peut-être un peu par naïveté, a pensé s'en sortir en jouant un coup qui a été qualifié de brillant juste après la partie, mais qui en fait là vraiment gaffe décisive. Il a joué tour D1. Donc ça, il vaut mieux l'avoir prévu. Bon, on peut faire confiance au champion du monde cubain, il l'avait prévu. Il avait aussi prévu la réponse des blancs et même tout le reste de la partie. Mais c'est vrai que ça fait peur. On peut pas prendre la dame, c'est mat. On a le fou E5 en l'air. Bon, on est obligé de prendre la tour. Fou prend E5. Alors, on se calme. On a toujours un pion de plus avec les blancs, pour l'instant en tout cas. Mais on a la dame attaquée. On a le pion B2 attaqué. Sauf que Capablanca a décoché une magnifique combinaison. Alors, je vous donne le premier coup, c'est cavalier H6, échec. Maintenant, c'est bon. Et sur roi H8, combinaison extraordinaire. Très, très jolie. Alors, il y a 2 heures de coups à regarder. Je tiens à le préciser, donc ne vous trompez pas. Si vous voulez chercher, faites pause. Sachez voilà, qu'il y a 2 heures de coups à regarder. Un perd, l'autre gagne. Et donc, la solution n'est pas cavalier prend F7, échec. On peut dire que c'est génial. Sur tour prend F7, on joue dame prend E5. Et sur dame prend E5, il y a tour D8, échec suivi du mat du couloir. Mais après cavalier prend F7, les noirs sont gagnants. Ils jouent dame prend F7. Et sur dame prend E5, ce sont les noirs instant karma qui matent du couloir eux-mêmes. Donc surtout pas cavalier prend F7, mais le fantastique dame prend E5 d'abord, et seulement après dame prend E5, cavalier prend F7, fourchette royale, et le cavalier est imprenable, car en cas de tour prend F7, on retrouve le mat du couloir. Donc après cavalier prend F7, Fonarov a abandonné. Donc la combinaison est vraiment magnifique, c'est parti de tour prend D6, fou prend E5. Ici, la ressource qui est très jolie, tour D1. Les noirs font preuve de créativité, mais ça perd magnifiquement. Alors pourquoi tour prend D6 est en fait mathématiquement une erreur? C'est parce que dans cette position, les noirs ont une ressource. Alors si vous voulez la chercher, faites pause là aussi et bon courage pour calculer toute la variante. Le coup salvateur était dame à 5, menace mat, menace aussi le fou. Donc je suis certaine que Capablanca l'avait vu. Il avait compris qu'il y avait fou C3. Les noirs peuvent prendre en C3. Ici, ça a l'air problématique. On a la tour attaquée. Le mat également apparaît, mais il y a tour G6. Les noirs ont une qualité de plus, mais les blancs la regagnent par cavalier E7, échec. On va H8, cavalier prend G6, H prend G6. Et dans cette position, les blancs ont un pion de plus. Mais c'est égal.
Alors c'est égal si les noirs jouent parfaitement. On peut imaginer Dame D6, Roi G8, Dame B4, ça c'est la variante de l'ordinateur, les meilleurs coups de part et d'autre. Dame prend A2, Dame prend B7, Dame prend C2, Dame prend C6. Toujours un pion de plus pour les blancs. Donc Capablanca aurait eu des chances de gain. C'est meilleur joueur, un pion de plus. C'est pas impossible qu'il lui gagne cette partie. Mais objectivement, le pion A passé des noirs leur donne suffisamment de contre-jeu pour maintenir l'égalité. Et donc, si on en revient à cette position-là, tour point D6 est objectivement une erreur. Il valait mieux jouer le coup de l'ordinateur H4 ou même n'importe quel coup qui passe son tour. Mais ça nous aurait prévu d'une magnifique combinaison. Donc voilà. Autre possibilité pour profiter de cette structure de pion avantageuse, c'est la case F5. Donc similaire un peu à ce que Tarrasch avait fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 3 parties classiques vous ont plu et vous ont fait progresser. Si c'est le cas, laissez un petit like. Ça m'a demandé pas mal de temps aussi de préparer cette vidéo et de l'enregistrer. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee. Merci à celles et ceux qui le font. J'en profite pour renouveler mes vœux de bonne année 2023 si vous regardez cette vidéo en ce début de janvier. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!